Sous des arbres donateurs, des énergies subtiles se font entendre. Des êtres sensibles les écoutent. Ce sont des paysans cueilleurs. Il est l'heure. De basses fréquences virevoltent dans l'air. Les battements du cœur printanier se font entendre au loin. À qui veut les entendre? Il suffit d'être présent. Les arbres s'agitent et suivent le rythme. C'est l'éclosion des bourgeons. Ce sont donc elles, énergies embryonnaires, qui embaument la vie d'une douceur millénaire. Ce déploiement ravive leurs êtres intérieurs et leurs âmes hument la reconnaissance, ne formant qu'un avec le vivant. Ils cueillent en méditation et nourrissent ainsi cette union. La cueillette sauvage émerveille les sens. Dans cette mouvance printanière, les palpitations de la sève s'éveillent. En silence, les cueilleurs s'ancrent dans cette terre guérisseuse. Je viens de vous lire un extrait du poème écrit par Mylène lors de son stage en gémothérapie chez Delphine et Patrick, l'an dernier quand elle participait à l'école d'agroécologie voyageuse. Dans cet épisode, enregistré juste après l'initiation à la gémothérapie que Mylène a donnée à l'EAV, on va parler des bourgeons, ces cocons qui pulsent de vie au cœur de l'hiver et qu'on oublie parce qu'on est nous-mêmes dans notre cocon. Qu'est-ce qu'un bourgeon? Quelle médecine porte-t-il? Et surtout, comment aller à leur rencontre? Je suis Opaline, créatrice de ce podcast, et c'est avec une immense joie, encore une fois, que je vous partage cet épisode, les fruits d'une rencontre qui m'a tant nourrie avec Mylène, pour développer l'agroécologie la plus juste pour vous, qu'elle soit dans votre cœur ou dans vos champs. Merci de partager abondamment ce podcast pour nourrir votre écosystème. Je vous souhaite un très beau voyage avec Mylène. La première fois que j'ai entendu parler de gémothérapie, je pensais que c'était une thérapie par les pierres précieuses. Hier, lors de ton intervention à l'école d'agroécologie voyageuse, j'ai compris que gémeaux signifie pierre précieuse, et tu expliquais qu'un bourgeon, qui se forme en hiver quand la terre semble inerte, est une pierre précieuse. Toi aussi, Mylène, quand je t'ai rencontrée pour la première fois, au moment où tu es arrivée à l'EAV, j'ai su que je rencontrais une pépite toute douce. Il émane de ta personne une douceur, celle des femmes qui savent prendre soin en écoutant la sagesse des plantes. Est-ce que tu as envie de me partager comment tu te sens en lien avec ce que je viens de dire, en lien avec le fait que tu sois là à l'EAV pour cette intervention que tu as réalisée hier? Ça me fait monter les larmes. Oh. Du coup, j'aime bien que tu répètes la question, parce que j'étais prise par l'émotion. Pourquoi? Oui, je veux bien que tu répètes. Comment tu te sens? Oui, comment je me sens? Là, à l'instant, je me sens émue. Et je me sens pleine de gratitude et de reconnaissance du fait que vous me donnez l'espace pour parler de ça, parce que j'ai toujours eu plus de facilité d'écouter les autres que de parler de moi et de me faire confiance dans le faire, de me faire confiance dans les connaissances. Et là, c'est vraiment un espace qui honore ça. Et c'est tout ce dont je ne me faisais pas confiance, de parler de moi, d'être légitime sur les connaissances que j'ai acquises. Et oui, gratitude pour cet espace que l'école a pu me donner. Quand tu m'as proposé de revenir, c'est très fort pour moi. Et je sens que c'est ma juste place, et en fait, c'est d'un naturel aussi, donc ça me conforte aussi dans le sens que c'est le sens que je veux donner à ma vie, c'est ce que j'ai envie de transmettre. Et puis ça a été assez fort, ce stage en gémothérapie, ça a été très révélateur. Donc c'est beau de sentir qu'on a trouvé ce qui nous fait vibrer. Et l'école, c'est aussi, ça m'a permis de découvrir plein de personnes, de pratiques autour du vivant, et de se découvrir à travers ça. Et à un moment, il y a un petit déclic qui se fait, et ouais, être à l'écoute de ça.
Donc, oui, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé pour toi les 2 dernières années, ton cheminement? Oui, il y a 2 ans, donc je disais au début que c'est marrant parce que j'ai fait plutôt des études dans l'écologie et ça m'a amené à l'agriculture. Tu as fait un BTS Un gestion et BTS, protection de la nature. voilà, exactement. Et ensuite, j'ai fait un voyage en Tunisie pour construire une maison des semences avec un agriculteur. Et là, donc, coup de cœur sur le monde agricole. Donc, j'ai voulu... Et en fait, c'est un peu les semences qui m'ont amené à l'agriculture. Et après, petit à petit, c'est l'agriculture qui m'a amené à la santé. Et je trouve que c'est fort aussi de dire que c'est pas forcément l'écologie qui m'a amené à la santé, mais il y a eu ce pont au milieu avec l'agriculture. Je trouve que c'est intéressant. Et donc j'ai voulu, après donc j'ai fait une licence pro, après mon BTS, au milieu agricole. J'ai pas voulu poursuivre en master. Donc il y a 2 ans, après j'ai fait un service civique pour reconnecter aux semences, donc à Graines de Troc en tant que gardienne de semences. J'aimais bien cet intitulé. Et puis ça a été un peu une année forte en chamboulement parce que c'était la première fois que j'allais... parce que je suis originaire du parc de la Chartreuse, donc là j'étais à La Rochelle et j'ai senti que d'être loin aussi des montagnes c'était compliqué. Puis j'ai perdu une personne proche aussi qui est décédée et puis j'ai appris dans cette même période que j'avais la maladie de Lyme, en tout cas que j'étais positif à la maladie de Lyme. Et en fait c'est tellement puissant de dire que c'est par ça que je suis arrivée à rencontrer Delphine et Patrick aussi, qui était aussi positif à la maladie de Lyme. Et en fait, pendant mon service civique, ce qui est incroyable, parce que c'est que le AV, je l'avais déjà perçu, enfin, j'avais déjà vu sur Internet, et ça a été un gros coup de cœur aussi. Donc j'avais postulé pour la promo 1, et après, vous avez eu plein de demandes, et j'ai pas eu de retour positif. Et c'est mon tuteur de service civique, donc il y a 2 ans, quand j'étais en tant que gardienne de semences, qui me dit je vais faire une formation en agriculture syntropique. Alors je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça La ferme du Bosquet. Il me dit, mais c'est avec une école d'agroécologie voyageuse. Et là, je fais, mais non, non. Juliane, c'est pas possible, mais qu'est-ce que ça me parle Et là, je me dis, mais c'est fou, ça vient sur mon chemin de vie une 2e fois. Donc là j'ai saisi. Et donc peut-être que quand je suis arrivée à l'EAV, oui, j'étais... comme je disais, voilà, c'était un peu dur parce que j'étais un peu loin de chez moi. Il y a eu un décès. J'avais appris que j'étais positive. Il y a eu tout ce petit contexte qui n'était pas très sain. Et je pense que je ne suis pas arrivée à l'EAV avec la meilleure version de moi-même. Et finalement, en fait, ça a été une force parce que... en fait, c'est fou aussi les ponts, les liens qu'on peut faire. Et là, du coup, d'avoir trouvé ce stage qui a été révélateur. C'est beau que quelque chose qui nous touche, qui peut nous faire du mal, qui nous chamboule plutôt négativement, après ça se transforme en quelque chose de poétique et de beau par les rencontres. Enfin, je sais pas si j'aurais rencontré Delphine et Patrick, parce que vraiment le pont c'est la maladie de Lyme. Enfin, c'est ça qui est assez fort, c'est ce que j'essaye d'exprimer. Je sais pas si je suis claire. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer en fait le lien entre ton intention de parcours à l'EAV et la maladie de Lyme, et peut-être pour ensuite rentrer dans le sujet des bourgeons, comment tu t'es soignée? Et bien du coup c'est vraiment par l'approche de la botanique où j'ai vraiment eu après un autre regard que juste nommer et observer. Donc là où j'ai commencé à m'intéresser aux vertus des plantes. Et du coup, j'avais vraiment cette motivation dans mon parcours à l'EAV, d'axer sur les savoir-faire ancestraux, de me réapproprier, il y a vraiment cette volonté-là de me réapproprier les savoir-faire ancestraux et d'être autonome sur ma santé. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a eu un traumatisme, notamment quand je suis allée... quand j'ai fait ma prise de sang, parce qu'en fait la morsure de tique elle datait déjà de quelques mois, et après ça m'a laissé une rougeur, mais pas un halo. Bon, après j'ai laissé couler, et puis c'est vrai qu'après ça me faisait une petite tache, et en fait j'ai été extrêmement jugée par le médecin qui me dit mais c'est... Enfin vraiment je me suis sentie bête, et quand j'ai fait ma prise de sang il m'a rappelé et il m'a dit mais j'ai jamais vu ça, vous êtes en bonne santé, c'est positif, enfin,
il m'avait véhiculé une peur. Et après, c'était juste, bon bah, puis je suis allée voir 2 médecins et je m'en veux aussi parce que c'était, bon bah, antibio 3 fois par semaine pendant, pendant 3 fois par jour pendant 3 semaines. Et c'était affreux. Enfin, cette sensation de déconnexion et puis ouais, de jugement. Et je voulais plus ça. Et donc, ouais, il y a eu ce déclic-là et voilà, qu'est-ce que je peux faire? Il y a quoi comme alternative? Parce que c'était vraiment, eux, dans leurs mots, c'était juste antibio. Et donc, je les ai pris aussi. Et je regrette aussi d'une certaine façon. Et puis, il y a eu le vaccin aussi que j'ai fait. Et je pense qu'il y avait aussi une volonté il y avait des erreurs de me pardonner. De pardonner à mon corps aussi. Donc, voilà, un peu la thématique de la santé qui était forte pendant l'école. Patrick et Delphine, ils avaient des énormes symptômes en termes de neurologiques. Perte de souvenirs, pouvaient plus se lever. Parce qu'ils ont eu la maladie de Lyme, oui. faut préciser. Ils ont tous les deux. Et donc oui, perte de mémoire, problème neurologique. Delphine avait fait la formation d'herboristerie en Ardèche. C'est l'association pour le renouveau de l'herboristerie. Et elle avait rencontré un docteur, je ne sais plus le nom, qui a beaucoup travaillé sur cette maladie et qui a des similitudes avec les bourgeons, en tout cas, une synergie de 3 bourgeons peut soigner les symptômes. On ne saura jamais si on est réellement soigné, parce que c'est très dur de voir où est localisée la bactérie. Et donc, l'aulne, le peuplier et le noyer a soigné leurs symptômes, à tous les deux. Et c'est comme ça aussi, moi, ça a cheminé et que je les ai rencontrés. Et donc, j'ai fait aussi... alors moi, c'était plus de la fatigue. Mais c'est vrai que c'est compliqué des fois de se dire, voilà, on a ça en nous, et après on ne sait pas trop si à un moment on aura un état de faiblesse et ça va ressortir. Voilà, mais je pense que j'ai accueilli ça, j'ai fait mon processus et une sorte de réconciliation aussi avec mon corps. Et puis j'ai pris aussi cette synergie de 3 bourgeons et ça a été cette porte d'entrée. C'est cette maladie de Lyme finalement qui a fait cette porte d'entrée dans ce monde magique des bourgeons. Hier, donc, tu es intervenue à l'EAV sur la thématique de la gémothérapie et tu as commencé par un cercle de parole où tu as demandé qu'est-ce qu'un bourgeon pour vous. Et donc, dans les différentes réponses, il y avait l'espérance, la vie, l'ADN de l'arbre, la promesse, le printemps, un cocon de vie, la douceur, la multipotentialité, le potentiel de vie, le déploiement, l'éclosion, une énergie très puissante de vie, la naissance, le boom de vie, la force du dedans, le commencement, l'énergie prête à s'épanouir, l'essence et la pulsation, et le cycle de la vie. Est-ce que tu pourrais nous donner, toi, ta définition d'un bourgeon? Qu'est-ce que c'est un bourgeon pour toi? Tu parlais aussi du fait qu'il y avait la notion de bourre dedans, et donc que tout est compressé dans un bourgeon. Qu'est-ce que c'est un bourgeon et d'où vient sa médecine, en fait? Pour moi, un bourgeon, c'est, oui, comme tu disais, cette notion de bourre, donc c'est vraiment la racine latine du bourgeon. Et il y a vraiment cette accumulation et j'aime bien ce concentré d'énergie qu'on retrouve et j'aime bien cette notion de petitesse. Et quand on met aussi un bourgeon dans le creux de sa main, rien que de sentir, on sent même pas en fait le poids, mais de se dire que ça vibre à l'intérieur et puis que ça se forme en hiver, là où, comme tu l'as dit en introduction, tout paraît inerte. Et ouais, ça représente tout ça, une petite pierre précieuse. Et je pense qu'aussi, justement, pour faire le pont, on n'observe pas aussi, on ne prend pas le temps d'observer les bourgeons, d'aller à leur rencontre. Parce que ouais, il y a l'automne, on voit les feuilles, l'hiver, bon, on est un peu chez nous aussi, pas trop envie de sortir. Et après, au printemps, hop, on sort, mais on voit déjà les feuilles, les fleurs. Et je pense qu'on oublie un peu les bourgeons. Tu vois, c'est une phase du cycle qu'on oublie d'aller rencontrer. Donc oui, il y a beaucoup qui me fascine, c'est cette petitesse, mais qui a une force de vie qui représente toute l'intégralité de la plante, d'élan vital. Et je le ressens sur moi. Alors je sais pas si c'est parce que voilà, j'ai commencé à faire de la cueillette aussi, mais ça me fait aussi sentir un peu la sève monter en moi. Et ouais, c'est très fort. Et puis de entendre aussi tous ces
Là, hier, quand on a fait le cercle de connexion, tous ces mots qui sont venus, c'est très riche. Ça représente tout ça. Il y a plein de gens qui nous écoutent, je suis sûre, qui n'ont jamais cueilli de bourgeons de leur vie. Est-ce qu'il y a des bourgeons très petits, très gros? Comment tu les cueilles? Est-ce que ça fait pas mal à l'arbre, entre guillemets, de cueillir les bourgeons? Il faut que ça soit juste pour soi. Et peut-être qu'avant de cueillir des bourgeons, peut-être se connecter à l'énergie de l'arbre et des arbres qui nous entourent, qui sont proches de nos maisons, connaître leur symbolique, peut-être déjà ce travail à faire en amont, avant d'être dans une démarche de cueillette. Mais c'est quelque chose de très doux, c'est vrai, et de très méditatif de cueillir. Je pense pas que ça fasse... Alors après, voilà, c'est... c'est peut-être ma façon de penser en tant qu'humaine, mais c'est comme si c'était aussi un cadeau que les végétaux nous donnaient. Quand je vois que ça peut aussi soigner, la puissance du soin aussi. Et puis en fait de faire en conscience, c'est comme quand on cueille des poireaux, des aliments qu'on cuisine, c'est peut-être faire ça en conscience. C'est vraiment un mot qui manque. Des fois on fait des choses sans penser et peut-être le faire en conscience. Ouais, tu parlais tout à l'heure de l'importance d'observer. C'est vrai que moi je m'imagine pas si je ne prenais pas le temps d'observer le vivant, de cueillir comme ça un bourgeon. Alors peut-être j'aurais un élan, mais j'aurais déjà besoin de me connecter à la plante, parce que je regardais hier, il y a un arbre sur le parking qui a des énormes bourgeons. Je ne sais pas ce que c'est comme arbre. Et du coup, enfin, d'avoir vécu 2 fois ton intervention, puisque tu l'as faite aussi l'année dernière, quand tu étais encore dans la promo 2. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment pris l'habitude d'observer les bourgeons en hiver, grâce à toi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça soigne? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent qui ont une vision très médicamenteuse, comme partageait Caroline hier dans le cercle de parole, dans le cercle de clôture, pardon, où tel bourgeon a telle propriété, telle plante a telle propriété, un peu comme on prendrait un médicament. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont du mal à imaginer toute la puissance du soin par les bourgeons? Ce que je pourrais dire, ce qui me vient, déjà, c'est quoi un bourgeon? C'est ce que j'expliquais hier. Et il y a ce mot-clé, c'est le méristème. Un bourgeon, c'est une grosse réserve de méristème. Et les méristèmes, c'est des cellules embryonnaires qui sont indifférenciées. Ça veut dire que le bourgeon, au stade quand on le cueille, il n'est pas encore différencié, c'est-à-dire qu'on ne sait pas encore s'il donnera plutôt des feuilles ou des fleurs. Et du coup, c'est vraiment le moteur de la croissance de la plante. Et c'est équivalent, en fait, à nos cellules souches humaines. C'est ce que j'essaie d'expliquer hier. Et donc, à ce moment-là, de se soigner avec un dérivé méristatique, ça envoie un message énergétique et biologique qui est équivalent à des cellules souches, qui peut réorganiser un désordre pathologique. En fait, c'est comme il lit, en fait, c'est vraiment un message. Et le bourgeon, ça me fait penser à l'esprit, là, j'ai une vision un peu l'œil de vie. Ça a aussi la forme d'un œil, un peu le bourgeon, et je vois ça aussi comme il arrive à percevoir, à voir ce qui va pas, un désordre, oui, pathologique, et à le transformer, à le soigner. Et après, c'est plutôt utile pour des maladies quand même chroniques aussi. Et ça va vraiment agir sur les organes d'élimination. Ça va aussi avoir une action drainante et ça va vraiment stimuler la fonction physiologique du corps. Donc il y a vraiment ce côté à avoir en tête d'embryon aussi. Il y a un médecin, Franck Ledoux, j'avais montré le livre hier, il parle de phytembryothérapie. Et en fait, c'est là que ça a pris naissance. En fait, depuis le Moyen-Âge, on sait que la nonne
guérisseuse d'Hildegard de Bingen connaissait déjà des vertus et faisait déjà de la gymothérapie au Moyen-Âge. En tout cas, on a eu des traces au Moyen-Âge écrites. Et après, ça a vraiment pris naissance en 1960 avec le docteur Paul Henry. Et donc, c'est lui qui a l'initiation de ce livre-là, La phytembryothérapie, avec le docteur Franck Ledoux, et qui explique que oui, il associe ça vraiment à un embryon et qui du coup, comme c'est indifférencié, et puis que ça contient toute l'intégralité de la plante, ça lie en nous les messages à corriger. Hier, il y avait une personne, je crois que c'est Camille, qui disait que la plante guérit le milieu et nous guérit nous. Mm-hmm. Alors ça, c'était pas Camille, mais Camille a dit « Les plantes médecines régénèrent les paysages intérieurs et extérieurs ». Est-ce que tu pourrais donner un exemple de plante qui, quand on regarde comment elle répare le milieu, on se dit elle pourrait nous réparer aussi un peu de la même manière, tu vois ? Oui, j'ai la ronce qui me vient tout de suite à l'esprit. La ronce parce que on croit qu'elle est envahissante et en fait pas du tout. Elle reprépare le terrain, elle structure le terrain. Moi j'aime bien l'appeler la protectrice. La mère. Ouais, la mère du chêne. Et elle est là beaucoup sur des terrains désaffectés. Et elle va réoxygéner en fait le terrain qui est abîmé. Et donc sur nous, ça sera la même chose. Elle va réoxygéner tous les tissus. Donc elle va avoir une action sur les poumons, sur l'antivieillissement aussi au niveau du cerveau cérébral. Dans son action de protectrice, elle va consolider les os et agir aussi sur la trame osseuse. Donc il y a vraiment aussi cette notion de structure, de protection et d'oxygénation. Et elle redonne vie, en fait. C'est ça, elle va régénérer nos tissus qui sont défectueux d'une certaine façon. Et alors après, je sais que ce qui me manque, je ne suis pas du tout médecin et j'ai des termes aussi de médecine qui me manquent. Et donc après, je sais que biologiquement, je vais avoir peut-être plus de mal où il y a des noms de médecine qui vont me manquer. Et c'est ce dans quoi j'aimerais tendre. Mais voilà, ça peut apporter ça. Et c'est vraiment elle redonne vie dans son biotope et pour nous. Et je voulais aussi, par rapport à ta question précédente, pour ceux qui sont aussi un peu plus, plus dans la médecine classique, qu'il y a aussi cette notion de totem. De toute façon, on est constitué de matière organique, et les plantes aussi. Donc il y a cette similitude-là, on fait partie du vivant. Donc après, c'est aussi le regard qu'on porte là-dessus, et les sensibilités de chacun. Mais quand on isole des molécules, les médicaments notamment, c'est des molécules qu'on isole de beaucoup de plantes. Et en fait, ça peut avoir des effets secondaires, alors que la plante dans son entièreté, avec tous les principes actifs, les molécules qu'elle a dans son intégralité, là, il n'y a aucune toxicité, en fait. Ça s'équilibre et en fait, c'est même plus délicat des fois d'isoler, en tout cas. Et ça agit aussi plus puissamment de ne pas extraire, en fait, d'avoir tout dans son entièreté. Et c'est ce qu'on appelle le totem. Et en plus, le bourgeon, je trouve que c'est encore plus puissant parce que ça prépare ça. C'est vraiment, comme je disais, l'intégralité de la plante. Waouh! C'est vraiment magique de se reconnecter à ça. Est-ce que tu pourrais nous donner d'autres exemples d'arbres que tu aimes beaucoup, avec lesquels tu t'es soignée? Ouais. Le noyer, tout de suite. Le noyer me touche particulièrement parce que mon papy a planté des noyers et je suis assez proche de cet arbre aussi, et sur la ferme où j'aimerais m'installer. Et puis il y a un très beau noyer à Thélème aussi, où on était hier après-midi pendant l'intervention. Le noyer, c'est un arbre très solitaire. Il émet une essence aromatique, la jouglone. Et si on prend le temps d'observer les noyers, il y a quand même peu de plantes qui poussent sous sa cime, en tout cas près du tronc, parce qu'il impose un petit peu son territoire. C'est vraiment un arbre sur les défenses, les barrières et ce territoire. Les racines du noyer
Il fait ses racines en profondeur verticale et ensuite il les fait à l'horizontale. Et ensuite, ses racines peuvent remonter à la surface. Donc il y a vraiment cette notion de je prends l'espace. Et quand du coup on se penche sur les vertus, ça revient. Donc il y a le côté territoire, mais immunité. Et donc il va agir sur des maladies auto-immunes. Et sur les barrières, donc les barrières qu'on a avec l'extérieur, donc la peau, et donc tout ce qui est maladie de peau aussi, psoriasis, eczéma. Et en plus de ça, il a un lien fort avec l'intestin. C'est vraiment un arbre clé pour les dysbioses intestinales. Donc, quand il y a un problème de flore intestinale, il va rééquilibrer ça. Et au niveau plus de l'intestin et du côlon, il fait le tri dans le sens où il n'accueille pas trop d'autres plantes sous son tronc. Et bah, c'est pareil un peu pour l'estomac et le côlon. Il y a déjà eu un tri avec l'estomac. Et du coup, c'est intéressant de voir ces similitudes. Donc, ouais, le noyer pour. Et puis, c'est rigolo parce que voilà, la noix aussi fait penser au cerveau. Et notre ventre, c'est notre deuxième cerveau. Donc, et ça aussi, c'est impressionnant. C'est ce que je disais hier aussi, la théorie des signatures, que les semblables soignent les semblables. Et que souvent, les végétaux, leur apparence, ça révèle leurs usages et leurs fonctions sur le corps. Et ça, c'est vraiment aussi de s'en imprégner et d'avoir cette curiosité-là. Est-ce que tu as des endroits, des personnes qui t'ont enseigné des choses dont tu as envie de parler et dont tu conseillerais la rencontre pour en apprendre plus sur la gémothérapie? Eh bien, du coup, Delphine et Patrick, ça a été le moteur tout de suite. Donc, je conseille d'aller les rencontrer dans les Cévennes et de se laisser porter par leur cheminement aussi et par les moments de cueillette. Moi, les Cévennes, c'est un lieu qui m'apporte beaucoup aussi et qui a une très très belle énergie. Et puis, ce moment de cueillette méditatif, donc laisser place à ça. Mais pour l'instant, ce qui est fort pour moi, c'est peut-être ce couple dans les Cévennes. Okay. Voilà, c'est vraiment qu'on fait écho. Et puis je pourrais mettre dans la description du podcast la référence du livre dont tu as parlé aussi. Oui. Plusieurs ressources, ouais. J'ai une question que j'ai oublié de te poser qui est pourquoi aujourd'hui les gens ne se soignent pas plus par les plantes selon toi? J'ouvre peut-être un gros sujet. Ouais, mais c'est une très bonne question. Je ressens qu'il y a 2 points. Le point, la peur, c'est dangereux. Et l'autre point, ça ne marche pas. C'est pas efficace. Et c'est ça qu'avec les plantes, ça demande une certaine rigueur. Quand on prend, donc après, les bourgeons, c'est sous forme de gouttes. Donc c'est des cures de 20 jours. Donc faut y penser. C'est sûr que moi, je mettais mes petites fioles sur ma table de nuit quand on se réveille. Et pareil pour les tisanes, pour que ça soit efficace, on parle de quand même 3 fois par jour pendant 3 semaines. Donc c'est aussi se faire sa tisane. Et puis on n'a plus l'habitude de ça, je pense, parce que c'est ce qu'on disait, cette course du temps. Et maintenant, dès qu'on a aussi une douleur, on a ce réflexe de médicaments, de plus accueillir cette douleur. Alors évidemment, après, il y a de tout aussi. Je ne vais pas faire de généralité, mais parce qu'il y a aussi cette course dans le soin, en fait, j'ai l'impression. Donc, ouais. Et puis après, oui, le côté... et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que c'est le dosage qui est le poison. Évidemment qu'il y a des précautions à prendre, c'est comme tout. Mais voilà, moi, en fait, c'est tellement plus juste pour moi et en accord de me soigner aussi avec les bourgeons ça fait partie de mon biotope aussi, de prendre des bourgeons de mon biotope, là aussi où on a les mêmes aléas climatiques, où on subit un peu les mêmes perturbations qu'une molécule qui peut être isolée. Et évidemment que dans certains cas, il faut pas exclure les deux en fait. Je pense qu'il faut donner aussi plus de place à ça et être plus à l'écoute. Et c'est dommage qu'on ne nous donne pas assez de place pour ça. C'est fou. Moi, quand j'ai compris à quel point la législation en fronte sur les plantes médicinales, l'herboristerie,
En fait, il y a plus de diplôme, c'est pas reconnu. En France, c'est très compliqué. On ne peut pas donner de conseils. On ne peut pas donner de conseils, exactement. Pas donner de conseils. Delphine et Patrick, par exemple, ils peuvent vendre leur macérat de bourgeons, mais ils ne peuvent pas donner de conseils. Tout à fait. Tout à fait. Donc les gens ne savent pas, ne savent pas exactement comment le prendre. Ou alors ils le font, évidemment, mais du coup, c'est exercice illégal de la médecine. Ouais, c'est considéré comme... Et quand on comprend ça... On comprend beaucoup de choses. Oui. Et puis il y a vraiment ce côté, je le disais au début, de se rapproprier et cette notion de pouvoir. Et, se rapproprier son pouvoir personnel. De personnel sur notre corps, notre santé. Donc il y a un chemin à faire, mais j'avais écouté un podcast aussi de Christophe Bernard aussi. J'aime beaucoup, il a des podcasts de bonne nature. Et il avait invité une amie à lui qui est anglaise et qui est arboriste en Angleterre. Et c'est aussi impressionnant de voir à quel point d'un pays à l'autre aussi il y a des différences. Et oui, je prends aussi conscience qu'en France, il y a un bon petit lobby pharmaceutique. Ah bon. Justement, pour les gens qui ont envie de débuter avec la thérapie par les bourgeons, est-ce que tu as des conseils d'endroits où en acheter, de faire ses macérats soi-même? Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui débutent? Aux gens qui débutent, là ça me fait penser à un livre qui est très bien, qui est aussi à usage familial. C'est de Stéphane Boissard, qui est très 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 bien pour débuter et qui est vraiment à l'usage familial, c'est le mot. Alors le nom, de toute façon je pense que si on met gémothérapie, Stéphane Boissard, vous trouvez facilement. Moi, ce que je conseillerais, c'est de se référer à Delphine et Patrick, parce qu'en fait je connais toutes leurs pratiques, tout leur cheminement, et c'est des gens de confiance. Et je pense qu'il y a aussi des bonnes choses à trouver en pharmacie aussi, mais je connais pas assez, et je sais pas aussi tout le processus de conscience de cueillette qu'il y a derrière. Et c'est ce que j'expliquais hier aussi, les bourgeons n'ont pas la même quantité d'eau, et donc lorsqu'on fait les préparations, on a des coefficients différents pour chaque bourgeon en fonction de la quantité de macération qu'on va mettre. Et dans certains... donc ça c'est de retours que j'ai eu, dans certains cas, certaines formations, ou je pense même au laboratoire, souvent on se casse pas la tête, on met tout au même coefficient, donc on peut avoir des produits trop dilués ou peu, et ça on ne sait pas en fait, on n'a pas cette transparence là. Donc voilà, moi qui connais tout le cheminement, la façon de faire de Delphine et Patrick qui a de la valeur, je conseillerais ça. Et puis après voilà, pour le faire, je pense que Stéphane le livre est super, donc il donne vraiment des conseils précieux. Et peut-être parce que du coup on n'a pas parlé du macérat, mais il y en a qui utilisent beaucoup la glycérine. C'est un petit peu quel choix faire. Moi, j'ai choisi le miel. Voilà, c'est comme ça que aussi Delphine et Patrick m'ont enseigné, et c'était aussi plus juste pour moi. Après, c'est un produit très noble, le miel, mais de connaître un apiculteur de confiance et avec, pareil, des ruches pas très loin de chez soi aussi. Enfin, il y a aussi cette notion de cohérence. La glycérine, on ne sait pas trop non plus. Je connais pas vraiment. Il faut que ça soit ok pour soi. Et après, donc, c'est de l'alcool et de l'eau. Voilà, de l'eau dynamisée. C'est très fort aussi dans les macérats. Après, il faut redynamiser les macérats. Et la présence de l'eau aussi, puissance énergétique, elle est très forte, puisque le bourgeon est aussi constitué d'eau et de sève. Vers quoi tu te diriges, toi, après ce grand chemin d'exploration? Eh bien, je me dirige vers une école d'herboristerie. Là, je me suis inscrite sur celle de Lyon. Donc, c'est l'école lyonnaise des plantes médicinales qui dure 3 ans. On peut la faire à distanciel ou en présentiel. Donc, moi, je fais le choix de la faire en présentiel. Et j'ai vraiment hâte. Et je pense que ça va me donner aussi beaucoup de clés
sur aussi le corps, en fait, c'est ça aussi qui me manque et j'ai envie de creuser, et qui est en lien évidemment avec la santé. Et puis là, c'est aussi une année d'expérimentation, parce que je vais commencer mes premières préparations de gémothérapie. Donc j'ai le miel, j'ai trouvé l'alcool, et puis j'ai mes petits flacons. Et je commence juste pour l'usage familial, où on connaît notre famille, on connaît un petit peu ce qui en ressort, et après c'est aussi beaucoup un travail de ressenti, et puis je pense que je ferai de la cueillette de plantes dont j'ai besoin. Voilà, ça va être des petites préparations. Donc j'ai hâte aussi d'expérimenter ça, et puis de me faire confiance dans le faire. Ça c'est très important pour moi. Et puis là je suis contente aussi, il y a une personne hier dans l'intervention qui est venue En fait, c'est beau aussi de faire une intervention sur la gémothérapie. Et ensuite, les gens, spontanément, ils te parlent de leur pathologie, de leurs problèmes. Et c'est pas évident, des fois, tu montres aussi ta vulnérabilité. Et je trouve que c'est trop beau. Enfin, moi, ça me... Et être à l'écoute de ça, j'adore ça. Donc, et puis de pouvoir aider. Donc là, je vais peut-être faire une petite fiole de bourgeons de noyer, justement, que j'enverrai par la poste à quelqu'un là de l'école. Donc je suis trop contente de pouvoir aider, voilà, de cette façon. Puis après on verra ce qui en découle, mais ouais, de me connecter à ça. Première fiole. Oui. C'est ça. Et après si j'ai Anaëlle, dans la ferme pépinière Joala, qui m'a dit envoie-moi une petite fiole de cassis. Voilà. Parce que le cassis aussi c'est bourgeon merveilleux. Et ce qui est rigolo, oui, c'est que j'ai l'impression que les lieux de cueillette où je vais me focaliser, c'est le lieu où j'aimerais m'installer. Donc il y a le noyer, la ronce, le tilleul. Donc tu te diriges aussi vers une installation. Oui. Très bonne transition. Oui, aussi. Un petit cheminement à faire, mais je sais que c'est ce que je veux, et être plus à l'écoute de mon cœur et de cette petite flamme qui grandit en moi. En fait, j'ai vraiment envie de créer des synergies de soins avec le végétal et avec l'animal. On n'a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi l'animal qui me... Donc faire de la médiation animale. Là, je travaille beaucoup avec des chevaux en ce moment. C'est très fort. J'ai pas l'habitude... J'ai plutôt l'habitude des brebis, des chèvres, des vaches. Mais les chevaux, c'est très beau aussi d'avoir cette relation-là. Et alors si oui, on peut prendre soin d'un lieu, des êtres, et puis par les végétaux, prendre soin des végétaux, des animaux. Waouh, là c'est magique. Tu as quel âge déjà? 25? 23. 23. Oh, j'avais oublié. Oui. 23 1999. Ouais, on a 10 ans d'écart. Okay. Oui, c'est vrai. Pile 10 ans. Oui, je vais sur mes 24. Ok. Oui, c'est vrai, 10 ans. Et c'est que des chiffres. Du coup, pour terminer, est-ce que tu as un message à donner aux jeunes de 23 ans, comme toi, ou plus jeunes, quelque chose à leur partager qui vient du cœur? Je pense que je vais revenir sur cette notion d'observer, qui est vraiment forte pour moi. Donc je dirais de s'autoriser, de sortir, de s'asseoir, de contemplation, de contemplation, mais aussi d'être dans l'action. Et en fait, peut-être qu'on est trop dans l'action et qu'on laisse pas assez de place à la contemplation. Et si alors, est-ce que j'arriverai à la ressortir? C'est une citation qui me guide beaucoup. Le monde ne mourra jamais de manque de merveille, mais par manque d'émerveillement. Ce qui manque peut-être chez les jeunes, c'est ce manque d'émerveillement pour le vivant. Et souvent, moi, on me dit « Ah, mais Mylène, t'es tout le temps waouh, c'est tout beau, toi !» Alors des fois, je me dis « Est-ce que j'en fais trop ?» Mais
Et oui, je pense que ouais, c'est le mot-clé. Mais aussi émerveillement, en fait, et qu'on retrouve dans cette observation. Et peut-être qu'on est trop maintenant sur quelque chose dedans, sur l'apparence. Là, je pense du coup, c'est marrant ce que tu disais de mon âge, 23 ans. Et c'est marrant, je pensais plutôt à mes cousins et cousines qui ont plutôt 17 ans, qui sont peut-être aussi un peu coupés par ça. Et puis en fait, l'école aussi, l'importance aussi de l'éducation et de l'école, de la pédagogie par la nature. Laisser les enfants aussi jouer dehors. Marcher pieds nus. Ouais, marcher pieds nus, aller sous la pluie, et se réapproprier aussi, ouais, cet émerveillement. Merci Mylène. Merci à toi, Pauline. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à des personnes qui pourraient être inspirées par cette thématique. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube et noter le podcast en lui mettant 5 étoiles. Cela lui permettra d'être plus facilement trouvé par les personnes qui cherchent des podcasts sur l'agroécologie. À bientôt pour un prochain épisode au cœur du vivant pour mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre.